Bonjour à tous, bienvenue sur Only Agent Podcast numéro 164. Nous sommes de retour à deux, après deux épisodes où on avait Illy qui était là en tant qu'invité. Moi c'est Plax et je suis comme d'habitude avec son magnifique t-shirt Giants France qui va devenir collector. Mon cher Thiergo, comment vas-tu mon petit Thiergo ? Eh ben écoute, ça va super bien. Pour vous raconter un peu ma vie, j'étais au concert de Bad Bunny hier soir et je peux vous dire que si vous avez aimé le halftime show du Super Bowl, le voir en vrai, pendant 2h30, c'est quand même assez ouf. Est-ce que tu as Mais remarqué voilà, qu'on commençait toujours par un petit point sur ta vie en Australie ? C'est toujours le début du podcast. c'est toujours le début du podcast. Mais oui, parce que je sais que ça vous passionne plus que ce qu'on a raconté sur les Giants. On a déjà pensé à Mais faire un podcast sur ton métier, avocat, etc. Tout ce qui est un podcast dédié au droit. putain, On ça, peut on va faire un perdre du monde, podcast hein. sur Vie ma vie d'expat. Ça peut être aussi pas mal, ça doit intéresser des gens. Je suis sûr que ça marchera. Ouais, franchement, moi, c'est ce que j'ai déjà dit à certains d'entre vous. Si jamais vous venez en Australie et que vous passez à Sydney, faites-moi signe, comme ça on ira boire une bière ensemble. Mm. Ce sera, voilà, Et Thiergo vous montrera comment faire pour attraper à main nue éviter les requins. une araignée de 2 mètres de long. Bon, on va parler aujourd'hui dans ce podcast 164 des Giants du coaching staff et de l'encadrement en général avec aussi le front office puisqu'il y a quelques éléments intéressants à mettre en avant. Et on va également faire le point sur les free agents. On ne va pas rentrer dans le détail de chaque joueur, il y en a beaucoup, mais on va globalement vous dire lesquels joueurs importants qui ont marqué l'effectif ne devraient pas être re-signés à peu près, lesquels on espère seront re-signés et lesquels peuvent être cutés pour faire quelques économies. Avant ça, Thiergo, j'aimerais que tu nous fasses un petit rappel puisque n'oubliez pas que vous avez possibilité de soutenir tout le travail que l'on fait sur les différents réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous expliquer, Thiergo, comment marche le Patreon, s'il te plaît ? Tout à fait. Si jamais vous voulez faire un peu plus que nous suivre, nous donner un petit pouce en l'air ou un commentaire, vous pouvez nous soutenir financièrement sur patreon.com/onlyagentpodcast. Vous verrez, il y a différents niveaux d'abonnement. Le premier étant à 3 € Laurent Stein. Après, vous avez Abdul Carter à 10 €, Plaxico Burress à... C'est combien, Plax ? 30 €. Parce que j'ai les montants en dollars australiens, ça n'a 3, pas 10, beaucoup 30, élevé. 100. Voilà. Et le dernier, c'est le niveau Eli Manning à 100 €, avec différentes récompenses selon votre niveau de participation financière. Vous n'êtes pas obligé de faire un abonnement sur plusieurs mois, vous pouvez le faire juste en une fois. Et comme d'habitude, on vous remercie tous ceux qui contribuent financièrement à ce podcast. C'est ce qui nous permet de le faire, justement, d'avoir les frais d'hébergement qui sont couverts, le matos, etc. Et de temps en temps, on achète des goodies qu'on redistribue bien volontiers. Donc, merci encore à vous. Voilà, merci pour votre soutien. On va tout de suite passer à ce coaching staff, donc John Harbaugh qui a été nommé. Ça a mené pas seulement une nomination d'un head coach, mais en fait ça a nommé une réorganisation globale des Giants. D'ailleurs, on a vu, je ne sais pas si tu l'as repartagé. En fait, les joueurs, 1500 joueurs à peu près, donnent leur avis sur leur équipe. Est-ce que ils sont bien nourris ? Est-ce que la famille est bien accueillie ? Est-ce que les déplacements sont bien gérés ? Quel est le niveau du head coach, du defensive coordinateur, du propriétaire, etc. Et donc, j'ai partagé sur Instagram et sur Twitter bien que les Giants arrivaient assez bas dans ce classement, en 25e position. Et notamment, on a le pire classement de GM, puisqu'on est le seul GM qui a une note aussi basse que ça. Donc, c'est un très mauvais signe. Mais ça montre globalement qu'en fait, il y a besoin de restructuration globale et que ce n'est pas juste amener des petites touches, mais c'est peut-être un changement plus profond. Et c'est ce qu'est en train d'amener John Harbaugh. Et si tu veux bien, Thiergo, j'aimerais que tu nous expliques, parce qu'il y a une signature qui est un peu spécifique, d'une femme qui s'appelle Donna Ponte, qui est spécialiste, a priori, moi de ce que j'ai compris, et tu vas me dire ce qu'il en est, parce que tu as plus étudié la question, c'est qu'elle est spécialiste de tout l'aspect financier des équipes. Elle a travaillé pour les Jets fut un temps, elle a travaillé pour des équipes, et elle a travaillé ensuite au niveau de la NFL. Et là, elle a été embauchée chez nous. Donc, je suis quasiment certain que ça vient de John Harbaugh, ce mouvement qui a initié cette chose-là. Moi, de ce que j'ai compris, c'est qu'elle va aider beaucoup sur la partie salary cap. Vous savez qu'il y a ces histoires, donc on ne peut pas dépasser un certain montant sur la somme totale des salaires des joueurs, mais on a des moyens de bidouiller, de trafiquer un petit peu, de faire en sorte de jouer un petit peu avec les différentes ficelles. Les gens qui aiment l'argent adorent ça. Moi, ça me fait complètement chier et j'ai du mal à comprendre tout ce qui se passe. Mais je sais que Thiergo,
a une parfaite maîtrise de tout ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, Thiago? J'ai cru que tu allais dire, je sais que Thiago est de droite, donc forcément, il adore ça. Moi, j'ai du mal à comprendre. J'essaye parfois, tu sais, j'essaie de me mettre un peu là-dedans, et puis vite, ça m'embête, en fait. Non, mais en plus, il y a un aspect contractuel qui me rappelle aussi mon métier. Tout ça va avec, c'est lié, c'est voilà. complètement lié. Alors, est-ce que tu peux expliquer un petit peu Donna Ponte, qu'est-ce qu'elle vient faire là et qu'est-ce qu'elle va apporter à cette équipe? Alors, justement, tu disais Donna Ponte, elle s'y connaît en salary cap. Il faut savoir que quand elle a commencé avec le Jets, elle a commencé comme comptable dans les années 90 et le salary cap a commencé en 94. Donc, en fait, elle a eu un rôle au sein des Jets où on a dit, tiens, le salary cap, on ne sait pas trop ce que c'est toi qui vas t'en occuper. Et elle a fait toute sa carrière avec ça. Et puis, elle est passée chez les Dolphins aussi. Et son dernier poste, elle avait un poste quand même très, très haut placé dans les bureaux de la NFL. Elle faisait partie des top cadre de la NFL, puisqu'elle était NFL Chief Football Administrative Officer. C'est un terme un peu barbare pour en gros dire qu'elle s'occupait un peu de l'organisation, des règles, de la coordination entre les équipes. Elle faisait aussi beaucoup de communication avec toutes les équipes entre le bureau de la NFL et les différentes franchises. Mais un truc que je trouve super intéressant dans son précédent rôle, c'est qu'elle avait un rôle central dans les initiatives liées à la sécurité et à la santé des joueurs, donc notamment tout ce qui est protocole médical, prévention des blessures, gestion des risques. Et quand on sait justement les problèmes qu'on a eu avec ça, avec les Giants, notamment, d'ailleurs, tu parlais des notes que les joueurs ont données aux Giants. Les Giants ont eu un F- sur le terrain. Hein, et on sait c'est la pire note qu'on a, c'est le terrain. Ouais. C'est voilà, on a perdu Malik Nabers à cause du terrain, encore une fois. Donc, on va voir quel rôle elle va avoir chez nous. Et en fait, chez nous, elle va avoir un rôle de VP of Football Operations and Strategy. Alors, j'ai demandé à ChatGPT comment est-ce que je lui ai envoyé l'article et je lui ai dit, tiens, en regardant ce qu'elle doit faire, en gros, quel est son rôle? Et il m'a dit, ChatGPT, son équivalent, c'est qu'elle est directrice financière et directrice de la stratégie. Okay. Donc chez nous, elle va faire de la gestion de la masse salariale, de la négociation des contrats, elle va s'occuper de tout le département analyse des données, donc compliance, ça c'est tout le monde fait ça, et puis en fait elle va aussi être en charge de la collaboration avec les départements college et pro personnel de toutes les équipes de la NFL, puisque les équipes se parlent entre elles tout au long de l'année, que ce soit pendant la saison ou après la saison. Et ce qui m'a surtout frappé, parce que en gros, elle a son rôle à beaucoup de choses qui étaient sous la direction, sous la tutelle de Joe Schoen. Voire géré par lui-même. Voilà. Et donc, en fait, quand on voit ça, on se dit, bah oui, elle est là pour épauler Joe Schoen. Non, parce que, enfin, oui et non, mais en fait, elle rapporte directement à John Harbaugh. Oui. Et si vous vous rappelez le moment où on a annoncé la signature de John Harbaugh, ce qui a pris beaucoup de temps pour officialiser cette signature, c'est qu'il y a eu des discussions entre les Giants et John Harbaugh pour que John Harbaugh ne rapporte pas à Joe Schoen, mais rapporte directement à John Mara. Donc, en fait, on a Harbaugh qui rapporte directement à Mara, Joe Schoen qui rapporte aussi à Mara, mais Donna Ponte qui a une grosse partie du scope de Schoen rapporte à Harbaugh. Donc en gros, en quelque sorte, Harbaugh est devenu un peu, voilà, c'est ce que tu montres, que j'avais partagé, un peu le patron de horizontal. Ouais. Sous Harbaugh, en fait, c'était horizontal. Ils rapportaient tous à Harbaugh, qui lui rapportait. Bon, j'ai mis qu'un seul honneur, mais bon, peu importe. Mais globalement, c'est ça, c'est que c'est pas, elle travaille pas pour Joe Schoen, c'est qu'elle bosse en parallèle de Joe Schoen et elle rapporte correctement. À John Harbaugh. Ouais. Donc c'est super intéressant. Et en fait, du coup, on se dit, mais Joe Schoen, il lui reste quoi? Il lui reste le scouting, ce qui n'a pas forcément été son fort, vu quand on voit certaines de ses décisions. La gestion du player personnel, donc la gestion de l'équipe, qui on signe, etc. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais moi, j'ai un peu l'impression qu'en gros, Joe Schoen, on va lui dire, toi, tu vas identifier les joueurs, et après, c'est Donna Ponte qui se charge de les signer et qui se charge des négociations. Bah, tu sais, là, en ce moment, il y a Scouting Combine où certaines personnes se font des conférences de presse. Il y a eu une conférence de presse de John Harbaugh, il y a une conférence de presse, une interview plutôt, de Joe Schoen aussi. Et Joe Schoen, il dit, mais non, mais mon rôle n'a pas changé. J'ai du mal à y croire. Et de ce que disent les différents insiders que j'ai pu entendre sur certains podcasts, c'est qu'en gros, Joe Schoen, il est un peu en période d'essai avec John Harbaugh. Oui. En tout cas, il n'est pas du tout au-dessus de John Harbaugh, ça c'est clair.
et que voilà, il passe une période d'essai, et si John Harbaugh voit que très vite, en fait, ça lui plaît pas, et ce que fait Josh Allen lui plaît pas, il va très vite le dégager, parce que voilà. Donc, a priori, il devrait pas être dégagé quand même maintenant, parce que sinon, tu te débarrasses d'un GM plutôt avant la draft, t'attends pas qu'il fasse une draft, qu'il te flingue une draft pour, voilà, même si j'espère que ce sera pas le cas, parce que les 2 dernières drafts qu'il a fait étaient quand même plutôt très bonnes, Josh Allen. Mais je pense qu'il est là pour faire ses preuves, et c'est encore difficile de comprendre quel est le rôle de certains, mais tu as raison, si c'est elle qui gère les contrats des joueurs, en fait, quelle est sa marge de manœuvre à lui, ça va plus être grand-chose, parce que ça veut dire que c'est pas lui qui va prendre les coups de fil pour négocier les contrats, ça va être elle. Donc il va juste identifier un joueur, il va dire voilà, on veut signer lui, s'il vous plaît, débrouillez-vous, faites ce qu'il faut. Et ça, voilà, j'en sais rien. Ce que j'espère juste, et ce sera un peu la même chose avec les coachs, hein, on va dire un peu la même chose, mais c'est que l'organisation est suffisamment claire pour tout le monde pour qu'il n'y ait pas de problème de personnel, entre guillemets, qu'il y ait des guéguerres en interne parce que j'essaye de tirer la couverture à moi, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux pas te laisser faire ça. Ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Il faut faire très attention à ces choses-là, et je compte sur John Harbaugh pour faire en sorte que tout aille bien. Mais ce que l'expression, c'est que j'ai entendu dans plusieurs podcasts différents, ils ont dit exactement la même chose, c'est too many cooks in the kitchen. C'est trop de cuisiniers dans une cuisine, tu peux pas avoir 3 cuisiniers chefs, c'est pas possible. Sinon, à la décision finale, on ne sait pas à qui elle revient, et c'est le bordel. Donc, c'est ce qui pourrait arriver avec ce genre de choses, où tu as 2 personnes qui croient qu'ils font la même chose, en fait non. Donc, bon, voilà. Donc, il faudrait faire attention à ça, et on verra comment ça se passe au cours de la saison, mais il faut faire confiance à l'expérience de Harbaugh pour ça, et pour faire en sorte que tout se passe bien et que ce soit assez fluide dans la gestion. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux rajouter sur Non, sur... c'était juste ça, donc à surveiller. Et je pense que ce problème de too many cooks in the kitchen, on va en parler sur le coaching staff, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à dire sur ça. Justement, ce coaching staff, donc, ça a été annoncé il y a quelques temps. On a eu, ça fait déjà, au moment où on enregistre le podcast, on est à la fin du Scouting Combine, donc on est le 1er mars. Donc ça a été quand même, ça fait quelques semaines qu'on connaît ce coaching staff. Ça a un petit peu bougé entre-temps, mais globalement, ça devrait rester quand même assez stable maintenant, parce que je pense que les équipes ont fini leur recrutement. Il peut pas y avoir de grosses surprises, ou d'un coup, un mec qui passe offensive coordinateur d'une autre équipe. Donc John Harbaugh, le head coach, on a fait un podcast entier sur lui. On va pas revenir dessus. Si vous avez besoin d'avoir des infos, vous pouvez y retourner. Ce qui est intéressant derrière, c'est les 3 coordinateurs. Donc, je vais dézoomer un petit peu. On a Chris Horton pour les special teams. On a Matt Nagy pour le coordinateur offensif, et on a Dennard Wilson pour coordinateur défensif. Il y a eu pas mal de remarques là-dessus, notamment Dennard Wilson qui vient des Titans, avec les Titans qui sont une équipe qui n'a pas très bien fonctionné depuis quelques années. Donc on peut se dire, et d'ailleurs c'est pas le seul qui vient des Titans, il y en a eu d'autres, on va en parler tout à l'heure. On peut se dire pourquoi on va chercher des mecs dans des équipes de lose comme ça. On va l'expliquer. Chris Horton, qui est un coordinateur qui a été avec Harbaugh pendant très longtemps chez les Ravens, donc on va pas... ça reste des special teams, donc on sait que c'est important, mais c'est jamais le point sur lequel on passe le plus de temps. Mais voilà, ce qui est important de retenir sur lui surtout, c'est qu'il le connaît très bien, il sait très bien ce qu'il doit faire avec. Ils ont géré ensemble la crise, entre guillemets, de kicker qu'ils ont eu, parce qu'on a eu des crises de kicker chez Giants, mais eux, ils avaient un kicker Hall of Fame qui finit par finalement s'écrouler, et qui du jour au lendemain n'arrive plus à rentrer un kick, donc ils ont dû gérer un peu cette situation-là là-bas. Et on a Matt Nagy qui est un mec plein d'expérience aussi, qui a été coordinateur offensif chez les Chiefs, qui a été head coach chez les Bears, donc on va en parler aussi. Mais voilà, ce coaching staff qui, avec ces 3 coordinateurs, qui donc reportent directement à John Harbaugh, et qui sont quand même globalement assez expérimentés. Si tu veux bien, Thiergo, on commence avec l'offense. C'est donc Matt Nagy. Je vais dire 2 mots sur Matt Nagy, puis tu nous diras ce que tu en penses. Globalement, il y a eu quand même une déception des fans qui étaient assez déçus de cette sélection. Et en creusant quand même un petit peu sur Matt Nagy, on voit quand même que, si on ne le connaît pas trop, c'est quand même quelqu'un qui ne sort pas de nulle part. Donc Nagy, il a été dans ses derniers postes les plus importants. Il a été chez les Chiefs, il a été coordinateur offensif chez les Chiefs. Il a eu notamment à ce moment-là, il a réussi à faire avoir, alors pas tout seul évidemment, mais avec Alex Smith, qui était son quarterback à l'époque, a eu le meilleur quarterback rating de la ligue en 2017 quand il était quarterback, quand il était coordinateur offensif. Ensuite, il a bien réussi chez les Chiefs, donc il a été pris chez les Bears en tant que head coach. Il a été coach of the year la première année. Il a fait 4 ans chez les Bears. La première année, les coach of the year, ils font les playoffs, ils perdent 15-16 contre les Eagles. C'est pas l'année où les Eagles gagnent, mais ils perdent à ce moment-là contre les Eagles, et donc ils sont éliminés des playoffs. L'année d'après, ils font 8-8.
ils vont pas en playoff. Et après, ils refont 8-8, ils vont en playoff et ils perdent contre les Saints. Et l'année d'après, ils sont en bilan négatif, 6-11 ou quelque chose comme ça. J'ai plus le bilan exact, mais il finit par, au bout de la 4e année, être remercié. Il retourne chez les Chiefs, donc on lui a fait quand même grandement confiance. Andy Reid lui fait entièrement confiance. Et il était dernièrement quand même, voilà, c'est quelqu'un qui a été assez impliqué dans cette attaque des Chiefs. Et donc voilà, on comprend, enfin en tout cas on arrive à imaginer que c'est quand même quelqu'un qui est vu assez intelligent en tout cas, c'est souvent ce qui revient sur lui. C'est le passing first, ce qui revient aussi souvent sur lui. Donc ce côté course qui a priori on a envie de mettre en place, c'est pas lui qui va l'apporter à cette offense, lui sera plutôt côté de la passe. Mais voilà, je comprends qu'on ait pu être déçu peut-être par son bilan chez les Bears qui n'a pas été incroyable, même si quand même il les a emmenés 2 fois en playoff sur 4 ans, sachant que ses quarterbacks c'était Mitch Trubisky et qu'ensuite ils ont drafté Justin Fields, donc c'était pas non plus la folie. Moi je suis assez mitigé, mais voilà, en regardant un petit peu tout ce qu'il a fait, finalement je me dis que le fait qu'Andy Reid lui ait fait complètement confiance, moi ça me rassure vachement. Je sais pas ce que tu en penses toi Thiergo de sa signature, mais ça peut être intéressant, voilà. Ouais, non, je pense que tu as tout dit. Il y a beaucoup de choses, je ne repasserai pas dessus. La seule chose que je rappellerai, c'est, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode du podcast où on parlait des candidats potentiels pour être head coach des Giants. Nagy en faisait partie et on se disait, surtout pas Nagy, etc. En tant que coordinateur offensif, ça m'inquiète un peu moins, surtout quand on voit ce qu'il a fait chez les Chiefs. Tu l'as très bien souligné. Il a fait du bon travail avec Alex Smith. Pour vous donner un peu une idée, j'avais partagé justement un petit tableau où donc en 2016, c'était sa première année, c'était Alex Smith qui était quarterback, c'était vraiment moyen de tableau, mais on va dire que c'était sa première année comme coordinateur. La deuxième année, il y a vraiment eu un bond en avant où ils étaient 6e en points marqués, 5e en total yard, 17e en tentative de passe, 7e en passing yard, 10e en passing TD, 9e en rushing yard et premier en absence de turnover, enfin en tout cas en sécurité du ballon. Donc c'était très très bon. Et puis après, quand il est revenu avec Patrick Mahomes, il y a eu l'année de 2023 qui s'est très bien passée, c'est l'année où les Chiefs remportent le Super Bowl. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est bien ça. Et puis les deux autres années suivantes, c'était moyen. Donc il y a du haut, il y a du bas. C'est pas forcément très inquiétant parce que la ligue est assez difficile. Mais par contre, moi, ce qui m'interroge de plus, c'est que, comme tu l'as dit, Matt Nagy, il est très orienté passe. Et quand tu vois d'autres choix du coaching staff, de coaching staff offensif, qui ont dû être faits en fait en collaboration avec Nagy, il y a quand même un côté course qui est très accentué. Un deuxième point, c'est, je crois, si je ne dis pas de bêtises, que Nagy, chez les Chiefs, ne fait pas le play calling. Or, voilà. Or, John Harbaugh n'a jamais eu de coordinateur offensif qui ne fait pas le play calling. Mais c'est pas John Harbaugh qui va appeler les jeux offensifs, ça c'est clair. Voilà, donc ça veut dire qu'en fait ça va être une première pour Nagy qui va devoir être coordinateur offensif qui fait du play calling. Je ne sais pas si chez les Bears il avait délégué ses fonctions ou pas. Donc ça va être intéressant à voir. Ouais, à mon avis, la plupart des head coachs quand même délèguent cette chose-là. Donc tu évoquais le fait qu'on pensait à lui pour un head coach et moi je préfère l'avoir en coordinateur qu'un head coach, ça c'est clair. Je pense qu'il fera un meilleur travail et c'est quelqu'un qui arrive avec un paquet d'expérience et qui va être épaulé par beaucoup de monde. Il va pas agir tout seul non plus. Donc je suis vraiment curieux de voir ce qu'il va faire et je pense que ça peut le faire. Vraiment, quand tu vois ça, tu te dis il y a moyen de faire des belles choses. S'il était arrivé en head coach, j'aurais été beaucoup moins serein, ça c'est clair. Même si, encore une fois, amener les Bears 2 fois sur 4 ans en playoff, je trouve que c'est quand même pas si dégueulasse finalement. C'est pas une mince affaire. Et surtout sans quarterback, parce que Justin Fields, c'était. Je crois qu'ils l'ont rushé en plus pour qu'il commence. Ils l'avaient drafté, ils l'ont fait jouer direct. Enfin, on voit comment il a été catastrophique dans toutes les équipes où il est passé derrière. C'était quand même assez un enfer. Et donc, ce coach. Alors, attendez, je vais vous partager, parce qu'on a une belle image proposée par le site des Giants. Ce coaching staff, je ne sais pas si on voit bien. Ce coaching staff, il est assez étoffé, assez touffu sur l'attaque. Il y a 10 personnes, il y a plein de postes différents. Je ne sais pas combien on avait de postes l'année dernière, mais je ne pense pas qu'on en avait plus que ça m'étonnerait. Et notamment, il y a 2 personnes dont on va parler, c'est Brian Callahan et c'est Greg Roman.
Je vais commencer par Greg Roman, parce que tu disais il faut quand même ce côté course, et Greg Roman va amener ça, a priori. Donc, qui est offensive assistant, 53 ans. Je donne un peu son parcours. Il a été coordinateur offensif des 49ers de 2011 à 2014, coordinateur offensif des Bills de 2015 à 2016. Quand je dis de 2015 à 2016, ça veut dire 2 ans, à saison 2015 et saison 2016. Coordinateur offensif des Ravens de 2019 à 2022, donc il connaît très bien John Harbaugh. Et coordinateur offensif des Chargers de 2024 à 2025. Donc le mec, il a vu du pays. Les Chargers, offensivement, c'était très intéressant sur les 2 dernières années. Les Ravens, je pense que je dis pas de bêtises, j'ai pas vérifié, mais 2019 à 2022, c'était la run heavy offense qu'ils avaient avec, ils couraient dans tous les sens, ils avaient une O-line forte, ils avaient un bon running back, ils avaient un quarterback qui était capable de courir et ils arrêtaient pas de courir dans tous les sens et les tight ends étaient très importants à ce moment-là pour eux. Voilà, il va vraiment apporter cette connaissance du jeu de course et cette organisation du jeu de course. Alors, il n'y a pas de. Est-ce qu'il y a un run game coordinateur en attaque? Je ne sais pas si. Non, il y en a. Enfin, en attaque, tu as le passing game coordinateur Ouais. dont on parlera après, qui est Bill Callahan. Ouais. Greg Oman, il a été mis offensive assistant, mais on lui a pas vraiment donné de titre. À mon avis, c'est ça. Hein. S'il devait y avoir un run game coordinateur, c'est clairement lui. Ouais. Bah, tu vois, alors, Roman, la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai vu l'annonce de sa signature, c'est que partout où il est passé, au bout de 2-3 ans, tu as un ras-le-bol des fans qui veulent le dégager. En tant que coordinateur offensif, j'entends. Donc là, bien entendu, il n'est pas coordinateur offensif. Le coordinateur offensif, c'est Matt Nagy. Ceci dit, il a aussi cette expérience de coordinateur offensif, donc à voir si ça ne va pas trop se tirer la bourre entre Nagy et Roman, et puis aussi Callahan, dont on va parler après. D'où le too many cooks in the kitchen. Et c'est là où il est important de savoir quels sont les rôles de chacun. Si lui, son rôle, c'est de faire en sorte qu'il y ait un road game qui soit productif, ce qui correspondrait en fait à l'identité d'Harbaugh. Harbaugh, c'est toujours vraiment reposé sur un road game assez dominant, même sous Lamar Jackson, qui pourtant est un quarterback, mais tu as un running game by committee qui est toujours important. Donc c'est là où en fait il y aura c'est là où est le principal atout d'avoir quelqu'un comme Greg Roman dans ce staff offensif. Ouais. Non, et c'est encore une fois un mec qui est plein d'expérience. Et le dernier que tu évoquais, c'est Brian Callahan, donc 41 ans. Lui, il va être pass game coordinateur. Donc, je les verrais bien vraiment, lui, pass game et plutôt Roman, run game, vraiment ensemble qui travaillent avec Matt Nagy là-dessus. Donc, les dernières années de Brian Callahan, 41 ans, il est quand même assez jeune encore. Coordinateur offensif des Bengals de 2019 à 2023. Donc, il a quand même eu des belles réussites puisque les Bengals, pendant cette période, je crois que c'est toujours le cas en fait, mais globalement ils ont une très bonne attaque et une défense pas terrible et c'était il a formé Joe Burrow. Ah bah voilà, et Joe Burrow c'est lui. Joe Burrow arrive en 2020. Voilà. Et ils ont eu des belles saisons ensemble, donc ça c'est vraiment intéressant. Ensuite, ça a bien marché, donc 5 saisons chez les Bengals, ça a bien marché, donc il a fini par être head coach des Titans en 2024 et 2025, catastrophe absolue. Je ne sais pas si c'est que de sa faute ou si aussi l'effectif était nul, mais bon, je crois que c'est un peu les deux. Ça par contre, c'est une assez mauvaise expérience, et c'est là où peut-être on en revient toujours à la même chose, mais un bon coordinateur n'est pas forcément un bon head coach. Et donc cette expérience a été plutôt mauvaise côté Titans. Donc voilà, c'est quand même quelqu'un qui là aussi arrive avec une expérience intéressante, même s'il est jeune. Il a fait des très belles choses avec les Bengals et il a un bon esprit. En tout cas, s'il arrive à apporter ces réussites qu'il a eues avec Joe Burrow à nous faire la même chose avec Jackson Dart, écoute, moi je prends largement sur le pass game coordination. Et donc on a quand même entre Matt Nagy, Brian Callahan et Greg Roman, c'est potentiellement 3 personnes qui pourraient avoir ce poste de coordinateur offensif. Certains ont été d'anciens head coach. Enfin voilà, c'est des mecs, ce qu'on disait tout à l'heure, il va falloir vraiment bien s'assurer que chacun a des responsabilités claires et qu'il ne se marche pas sur les pieds. Ouais. Alors, une chose que j'ai notée quand même, c'est que donc tu as ces 3 gars qui ont énormément d'expérience, et c'est impressionnant. Et en fait, quand tu regardes les coachs de position, là, pour le coup, tu as des gars qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Et c'est là que c'est intéressant parce que tu te dis, par exemple, un gars comme Brian Callahan, qui est passing game coordinateur offensif, il va devoir chapeauter un Chad Hall, qui est wide receiver coach, qui a très très peu d'expérience. Tim Kelly, qui est notre tight end coach, qui est l'un des rares coachs avec Charlie Bullen à être resté de l'ancien staff. Et après, quand tu regardes sur offensive line coach, donc là, ça a plutôt concerné Greg Roman pour le running game,
Grant Newsome, c'est un gars qui en fait jouait en NCAA en 2015, n'a jamais été en NFL parce qu'il s'est blessé, et c'est sa première expérience en NFL parce qu'avant il était à Michigan. Donc lui, il est assistant offensive line coach, et il y a comment est-ce qu'il s'appelle l'autre Mike Bloomgren, pardon, Bloomgren plutôt, qui lui est offensive line coach, qui pareil est dans la NFL depuis un moment. Il a été chez les Browns dernièrement, mais il n'a pas une expérience NFL. D'ailleurs, non, son expérience chez les Browns, c'était sa première expérience professionnelle, puisque avant il était en NCAA. Donc en fait, on a des coachs de position qui connaissent très très peu le jeu professionnel et qui vont avoir besoin de l'expérience de Callahan, Roman et Nagy pour les orienter. Et on rappelle qu'on avait quand même une O-line qui était en pleine progression. On espère vraiment que ça va continuer, parce que ce serait un échec qu'on ait décidé de ne pas garder notre coach O-line pour avoir quelque chose de moins bon. Ce serait quand même assez catastrophique. Tu l'as dit, Tim Kelly, donc, qui était effectivement le seul rescapé de cette escouade offensive à être là l'année dernière déjà. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter sur ce groupe, donc quand même globalement assez expérimenté et bien chargé avec beaucoup de monde et... Voilà, Écoute, la seule chose que je dirais pour conclure, c'est je pense que la signature de Callahan est une excellente nouvelle pour Jackson Dart, et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire, parce que ça, c'était l'une des choses qui nous inquiétait le plus, c'était quel va être le head coach, mais surtout le coordinateur offensif qui va reprendre le flambeau et qui va continuer le développement de Jackson Dart. Tout à fait. Sur la défense maintenant, donc là, il y a un tout petit peu moins de monde. Il y a que 8 coachs. Donc on les voit là. Donc tu parlais de Charlie Boulen, qui est, on le rappelle, il a été coordinateur défensif des Giants en intérim sur les derniers matchs. Ça s'était très bien passé. Il avait montré des super choses avec notamment un Abdul Carter qui avait été complètement revigoré et qui était vraiment en pleine puissance à la fin de la saison. Est-ce qu'il y a des joueurs, des coachs sur lesquels tu aimerais dire un mot, Thiago, par rapport à ce coaching staff? Écoute, Denard Wilson, tu en as déjà un peu parlé avant. Ouais, mais c'est peut-être lui quand même qui est le plus important dans ce coaching staff. Hein. Encore, voilà, ce mec qui vient des Titans, et on l'a dit, hein, ça fait une deuxième personne qui vient des Titans, et on est un peu étonné quand même. Voilà, après Shane Bowen, on se dit, oh là là. Mais bon, je pense que la raison principale pour laquelle il a été embauché par Harbaugh, c'est parce qu'il a déjà travaillé pour Harbaugh. Et j'ai aussi lu plusieurs insiders qui parlent de lui comme étant quelqu'un qui a une excellente réputation en NFL, et des gens qui disent, mais en fait, il a l'intelligence d'un futur head coach. Il a vraiment ce potentiel-là. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? On verra. Tout ce qu'on lui souhaite, c'est de ne pas tomber dans les mêmes écueils que Shane Bowen. Après, derrière, il a l'air d'avoir quand même, pour le coup, des coachs de position. Attends, juste sur lui, quand même, pour dire ce qu'il a fait, parce que son parcours il est quand même assez intéressant. Donc, il coach depuis 2007. Il a fait un peu de pro scouting aussi, donc il n'a pas été que coach. Mais il a beaucoup... il a l'air d'être assez calé sur la partie DB et secondary. Il était pass game coordinateur, donc là, côté défensif plutôt, donc défendre le pass game adverse chez les Eagles en 2022 et 2023. Et les Eagles, ils finissent numéro 1 en passing defense avec Bradbury qui finit second team All-Pro et Darius Slay qui va au Pro Bowl. Je crois que c'était en 2022. Donc, c'est quand même, voilà, il débarque pas de nulle part. Même si malheureusement sa dernière expérience là aussi chez les Titans ça a été catastrophique, mais je crois que c'est l'équipe globale en fait qui avait du mal. Globalement c'est pas n'importe quoi. Et en 2023 il fait un passage chez les Ravens en tant que DB coach, et l'équipe à ce moment-là fait un truc, je crois que c'est la première fois en NFL que la défense elle est numéro 1 en points par match, en sac et en takeaways, donc interception, fumble, recouvert. Donc voilà, il a quand même partout où il est passé, en fait, il y a eu des très beaux succès, voilà, sauf chez les Titans. Ouais, bon, après les Titans, je pense qu'il y a aussi un problème d'effectif, et ils sont en pleine rotation, ils viennent de drafter un QB, voilà, c'est clair que tout le monde ne peut pas faire une Patriots où tu reconstruis tout et d'un coup en 2 ans tu es au Super Bowl, même si plus j'y repense, plus ces Patriots, je trouve qu'ils ont quand même une chatte monumentale d'arriver au Super Bowl. Ils n'étaient pas au niveau, clairement, on a vu que, mais bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ouais.
Non, sinon, rapidement, pour les coachs de position de la défense, bon, on a déjà parlé de Charlie Bullen qui continue de s'occuper des outside linebacker coach. Pour les inside linebackers, ce sera Frank Bush, qui est un ancien linebacker des années 80 chez les Oilers et qui, en fait, a fait toute sa carrière en NFL comme linebacker coach. Il a été quelques fois defensive coordinateur, notamment chez les Texans, où il avait Brian Cushing et Demeco Ryans sous sa houlette, pour ceux qui se rappellent de lui. Il a travaillé avec Denard, donc ils se connaissent. Dennis Johnson, DL coach, bon là il a une expérience en NFL qui est beaucoup plus courte, mais il était chez les Ravens en 2024-2025, ce qui explique aussi pourquoi est-ce qu'il a été embauché par Harbaugh. Le dernier que je citerai, c'est Addison Lynch, DB coach, qui donc, a fait son petit bout de chemin en NCAA et qui dernièrement était coach des cornerbacks chez les Broncos. Pour vous donner un peu une idée, chez les Broncos, la défense était top 10 dans les catégories passing rating des QB adverses, donc il faut que ce soit bas. Passes complétées, aussi il faut que ce soit bas. Yards par tentative de passe et TD concédé sur une période de 3 ans, bien entendu. Il a travaillé avec Hufanga, hein, le safety des Broncos, qui, on le sait, est très très bon, et aussi Patrick Surtain 2. Donc on espère que il saura prendre le groupe qu'on a et en faire quelque chose. Ouais, il y a du taf. Il y a du taf. On se demande à quoi va ressembler votre secondary l'année prochaine, quand même, parce que bon, il va y avoir du changement à ce niveau-là, ça c'est clair. Ok, donc bon, globalement, quand même, à chaque choix qu'il fait, il y a toujours plus ou moins un lien. Il y a un lien. Il n'a évidemment pas pris des mecs sortis de nulle part qu'il ne connaît pas. C'est évidemment des gens qu'il a côtoyés d'une manière ou d'une autre à un moment et où il a pu constater que c'était des mecs qui étaient bons. On espère qu'il s'est un petit peu fait sa sélection Hall of Fame. Alors juste si je repense à un truc, il y a certaines personnes qui disaient pour Nagy que c'était un peu parce qu'il voulait signer son coordinateur qu'il avait avec lui chez les Ravens, qui est passé head coach dans quelle équipe déjà? Je me souviens. Les Browns. Voilà, les Browns. Et il y en a qui disaient oui, c'est un peu un panic move. Il a signé un peu n'importe qui, n'importe quand. Bon, moi, je suis pas trop d'accord avec ça. À mon avis, ça. Je pense qu'il y a un peu de vrai. Je pense que parce que pendant longtemps, il a on entendait paniqué. Je suis pas sûr quand même. Non, alors pas paniqué, mais par contre, un peu un choix par défaut. Dans le sens où. C'était peut-être pas son premier choix, ça je suis d'accord. On a eu plusieurs semaines où en fait on était en train de dire on va prendre ce gars-là, je ne me rappelle plus de son nom, mais bon, c'est pas très grave. Et pendant ce temps-là, tu avais d'autres gars qui étaient en train de passer des entretiens pour devenir coordinateur offensif à droite à gauche. Et puis une fois que les Browns l'ont embauché comme head coach, on s'est dit mais il nous reste qui quoi. Et bien entendu, c'était pas le seul, il y en avait d'autres. Et Matt Nagy, si c'était vraiment un branque, il n'aurait pas eu le poste. Mais je crois que Harbaugh n'a pas eu toutes les options qu'il aurait aimé avoir. Et c'est peut-être aussi pour ça que du coup, on a Brian Callahan et Greg Roman comme passing game coordinateur et running game coordinateur. Parce que du coup, Harbaugh, il se dit peut-être, si Nagy, ça ne fonctionne pas, je le dégage, je mets un des deux derrière. Et puis, voilà. Oui, en tout cas, là, c'est clair que tu as de la réserve. C'est pas si ça marche pas, qu'est-ce que je fais? C'est si ça marche pas, j'ai un plan B. Il a clairement un plan B sur ce qui peut se passer, ça c'est sûr. D'ailleurs, Charlie Bullen, je sais pas, ça se passe pas bien avec la défense. Tu sais que le mec, tu l'as déjà vu être coordinateur défensif, ça s'est bien passé. Tu peux très bien le repasser aussi. Donc, je vois bien, en tout cas, ce staff suffisamment lourd et large pour se dire si jamais quelque chose se passe mal, je peux changer d'avis assez rapidement et j'ai un plan B derrière, ça, il n'y a pas trop de problème. Ouais. Alors juste, je voudrais aussi... on veut parler des special teams ou on s'en fout? Tu as déjà dit que Chris Horton avait travaillé avec depuis 12 ans. Ouais. Non, je pense que ça, c'est bon, c'est passé. C'est son mec de confiance, en tout cas, pour les special teams, donc ça, c'est cool. Par contre, ce que je voulais juste montrer aussi, c'est que derrière, il y a tout un staff encore monumental sur... la partie strength and conditioning performance, donc ça va être les coachs physiques, les mecs qui vont suivre au jour le jour, qui vont gérer des graphiques pour suivre le poids des mecs, pour suivre les battements cardiaques des mecs et passer au peigne fin toute la vie des joueurs chaque jour. Donc on devrait être plutôt bien et le but c'est effectivement d'avoir les mecs les plus performants possibles et les mecs qui se blessent le moins possible. Et on a derrière toute la partie football. Juste un petit mot sur strength and conditioning. Alors je crois qu'on ne le voit pas ici, mais tu te rappelles qu'on avait eu ces discussions sur notre directeur médical, Ronnie Barnes exactement,
il n'a pas été rétrogradé, mais on lui a retiré la partie médicale de son. Non, pardon. On lui a retiré la partie player performance de son domaine. Il est toujours en train directeur du médical parce que c'est sa fonction. Ouais. Mais la préparation physique, je pense que c'est peut-être Aaron Wellman qui s'occupe de ça. Mais en tout cas, c'est un gars d'Arbo qui a été mis à ce poste-là. Et il disait quand même qu'a priori, il s'entendait très bien, Ronnie Barnes, avec Arbo. Ça avait l'air de très bien se passer. Et il va plutôt gérer des choses un peu annexes du genre une maladie ou des choses comme ça. En fait, je sais plus, que j'avais entendu dans un podcast, il parlait d'un exemple où il y avait un joueur qui avait une maladie assez sérieuse et c'est Ronnie Barnes qui directement, il a l'air d'être assez apprécié des joueurs en fait, qui directement était venu voir le mec, lui avait prodigué les bons conseils, les bons soins, etc. Donc il va être là quand même pour la partie santé, mais c'est pas lui qui va gérer le côté blessure au quotidien, c'est pas lui qui va gérer ça. Et donc derrière Football Analyst, on a embauché 5 mecs. Alors là, je suis incapable de vous dire qui sont ces gens, mais ils viennent des Ravens apparemment pour un peu d'entre eux. J'avais lu que ces gars-là venaient des Ravens, qu'ils ont été débauchés par Arbo, donc c'est des gars qui connaissent quoi, et qui vont faire toute la partie analyse qui est de plus en plus importante en NFL aujourd'hui. Ouais, oui, et puis être capable de dire très vite, bah là, des stats qui parfois, quand tu entends ou quand on discute, tu les vois, tu dis, mais c'est évident, pourquoi ils font pas ça? Regardez cette stat-là, ça met vraiment ça en avant, machin. Bon, évidemment qu'ils sont au courant, mais c'est exactement le but de ces personnes-là, c'est de très vite analyser les points forts, les faiblesses, à la fois de notre équipe, mais à la fois des équipes adverses, etc., et de pouvoir donner un maximum de données aux coachs qui vont pouvoir s'appuyer dessus pour gérer leur plan de jeu. Voilà sur cette partie coaching, donc ça fait du monde, ça a été vraiment revu de A à Z, toute cette partie-là. En dehors de ça, donc on a vu qu'il y avait aussi la partie front office qui avait été revue, il y a des mecs qui ont été virés, des mecs de longue date qui ont dégagé, ils sont aussi en train de revoir, apparemment il y a des travaux dans les locaux des Giants, donc le fameux, comment il s'appelle, le Diagnostic Quest Center, là où les Giants, le centre d'entraînement. Donc centre d'entraînement, donc il y a la salle de muscu, ils sont en train de rajouter des salles à droite à gauche pour avoir plus d'espace. Qui n'est pas si vieux que ça, parce que non, je sais pas si ça a été construit il y a genre 10-15 ans ce truc. C'est pas très très vieux, mais bon, c'est bien qu'ils le rénovent un peu et qu'ils en fassent un truc un peu plus moderne, parce que mine de rien, pour les joueurs qui viennent dans l'équipe, s'ils voient qu'en fait c'est complètement moisi, ils vont se dire pourquoi est-ce que j'irai dans cette équipe, même s'ils me payent beaucoup plus, je vais avoir une vie de merde, quoi. D'ailleurs, il y a un truc qui m'étonne toujours, c'est que j'ai l'impression. Alors, il y a certaines équipes qui ont peut-être fait des choses un peu différentes, mais nous, j'ai l'impression que c'est un peu sobre. Il n'y a pas de. Enfin, les vestiaires, c'est un peu basique, voilà. Et j'ai revu des images il n'y a pas longtemps des vestiaires et des centres d'entraînement d'équipes universitaires type Michigan, mec, ils ont des trucs, mais. Alors, je sais pas si ça les aide à mieux performer, très honnêtement. Le fait qu'il y ait un écran au-dessus de chaque joueur, je suis pas sûr que ce soit. Non, mais globalement, ça a l'air d'être un autre niveau de gestion qui a l'air vraiment. Ils ont mis 10 fois plus d'argent que ce que nous on met sur cette partie-là. Alors que nous, on est censé être les professionnels, c'est la NFL et la NCAA, ils ont finalement des moyens qui sont bien supérieurs, quoi. Surtout que tu n'as pas de cap pour ce que tu dépenses dans tes infrastructures. Et pour en revenir au point que tu faisais en début de podcast sur les notes qui ont été données par les Giants sur les équipes, les vestiaires, c'est une note de D qui est une très mauvaise note. Après, quand on regarde training room, training staff, salle de musculation, là, on est dans ça va de B- à B+. Et food dining area, donc la bouffe, B+ aussi. Donc, ils ne sont pas dégueulasses dans ces domaines-là. Les vestiaires, il y a clairement de l'amélioration qui est nécessaire. Sur les autres, bon, ils peuvent toujours faire mieux pour avoir bien entendu, mais ce n'est pas si dégueulasse que ça. Ouais. Ok, merci Thiergo pour cette partie-là. On va passer sur la deuxième partie du podcast, sur la partie salary cap. Donc, on vient d'annoncer le cap pour 2026 qui est passé au-dessus des 300 millions. On avait très peu de cap jusqu'à maintenant, on en a un petit peu plus, donc ça nous donne un petit peu plus de largesse, mais c'est le cas pour toutes les équipes, donc c'est un avantage qui est finalement relatif. Il y a des équipes comme je sais pas comment ils ont fait, mais j'ai l'impression, je crois que les Seahawks, ils ont vachement de cap. Enfin bon, tu te demandes comment. Après, il faut peut-être qu'ils re-signent des joueurs aussi, donc on verra bien. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, Thiergo? Quelles sont les informations importantes là que tu as? Alors, juste deux choses quand même qu'on a entendues dans les dernières semaines. C'est que potentiellement Kevin Thibodeau pourrait être sur la liste des joueurs transférables. On sait qu'il est dans sa dernière année et que tant qu'on peut le transférer, on va peut-être tenter quelque chose pour 3e, 4e tour, je ne sais pas. Il faut voir si c'est intéressant. En tout cas, on peut économiser un petit peu là-dessus. Et je ne sais pas pourquoi les rumeurs du moment disent aussi qu'il faut absolument qu'on drafte un top ou qu'on récupère un top running back. Ça ne m'a pas l'air d'être la chose la plus importante, mais ça n'a si c'est la réalité. Hein ouais.
Cette deuxième rumeur n'a aucun sens. Parce que pourquoi est-ce que tu signerais un Kenneth Walker à 15 millions par an quand tu as refusé de signer Saquon Barkley qui est Ouais, mais c'est pas le même head probablement coach, hein. plus talentueux. Non, c'est pas le même coach, c'est le même GM par contre. Ouais, mais sauf que là, il aura pas son mot à dire. C'est ça le Non, problème. mais là, je pense que ce sont des fausses rumeurs. Kayvon Thibodeau, j'espère pas qu'on va le trader juste pour un troisième tour. Ça me semble quand même un peu léger, même si c'est pas rien. Après, est-ce que c'est mieux d'avoir un troisième tour plutôt que de le laisser partir l'année prochaine si on n'est pas T'économises intéressé par Russell? 10-15 millions, hein. Mais sur ce côté running back, moi, je pense notre jeu de course ou notre jeu en général gagnerait plus à ce qu'on draft un O-line très fort qui vaut ce prix-là plutôt qu'aller mettre cet argent sur un running back. Mais bon, Ouais. bon, je sais pas. Je suis On aussi a d'autres très critique. priorités. C'est ce que je pense aussi, mais bon, écoute, on verra bien. Ouais. Mais en tout cas, Je te laisse me dire ce qui te vient en tête là, sur cette partie avec ces free agents là, parce qu'on en a beaucoup qui sont free agents. Alors, est-ce que tu veux commencer plutôt par la restructuration avant les Vas-y. restructurations et cut? Parce que donc on aurait a priori que 2,8 millions de cap space aujourd'hui. Bon, c'est pas beaucoup, mais pour vous donner, c'est pas terrible parce que pour vous donner un exemple, les Cowboys, ils sont à 56 millions de dollars au-dessus du cap. Donc eux, ils sont vraiment dans la merde. Mais par contre, ça c'était avant l'annonce des 301 millions, hein. Non? Non, ça a été mis à jour par Over the Cap. Ah bon? En tout cas, c'est ce que j'ai lu. Mais tout ça pour dire que la première étape, c'est que d'abord, l'équipe regarde les contrats des joueurs en cours et soit les restructure, soit les coupe. Sur les restructurations, généralement, tu vas restructurer un contrat sur un joueur qui a encore 2 à 3 ans qui lui reste parce que, en gros, tu vas prendre une partie de son salaire que tu dois lui payer cette année et tu vas le transformer en bonus. Donc, je prends un exemple. Brian Burns, il doit être payé 36 millions, enfin, il a un cap hit de 36 millions cette année. Il doit être payé je ne sais plus combien de millions. Mais mettons que tu transformes 12 millions de ce salaire en bonus, et ben en fait, ces 12 millions, tu vas les étaler sur 3 lances qui mécaniquement réduit son cap hit sur 2026, mais l'augmente un peu sur les années suivantes. Donc, t'habilles Pierre, enfin, tu déshabilles Pierre pour habiller Paul, en quelque sorte. C'est pas la meilleure technique. Donc, Mais ce qui se dit à chaque fois, c'est que vu que le salary cap augmente, ce pourcentage que tu reportes, il sera moins important dans le salary cap exactement. global les années Ouais. d'après, puisque le salary cap augmente. Non, c'est juste qu'en fait, il faut être intelligent dans la manière de le faire. Faut pas le Et faire on pour a tout le parlé monde. de Donna Ponte tout à l'heure, c'est exactement son rôle, c'est de voir ces trucs-là et de dire Exactement. comment je peux dégager 30 millions de cap space. C'est exactement pourquoi elle est là. Et donc voilà, donc c'est là où on va voir justement ce qu'elle est capable de faire. Donc pour les joueurs qui pourraient être restructurés, vous verrez, il peut y avoir donc, Brian Burns, Dexter Lawrence, Paul Adibo, Andrew Thomas, Javon Holland, Darius Slayton. Ça, c'est quelques exemples. Je ne vais pas rentrer dans les chiffres parce qu'on a d'autres trucs à voir. Je pense que ce qui est plus intéressant, c'est regarder justement les joueurs qui peuvent être coupés. Alors, je vais te donner des noms de joueurs et combien d'économies on peut faire et combien de dead money ça va nous créer. Pour rappel, la dead money, c'est de l'argent que vous devez garder comptablement dans votre masse salariale, alors même que le joueur ne joue plus pour vous. C'est une sorte de pénalité en quelque sorte. Donc, Bobby Ekereke, tu peux faire 9 millions d'économies, mais tu te tapes 5,4 millions de dead money. John Runyan, le garde, 9,25 millions d'économies pour 2,5 millions d'économies, enfin de dead money, pardon. James Hudson, le lineman, 5,4 millions d'économies pour 2,3 millions de dead money. Ça, c'est bingo, c'est direct. On est d'accord. Le premier, là, dans ce que tu as dit, pour l'instant, c'est le premier où je me dis oui, il faut y aller. Quoi. Ouais. Graham Gano, 4,5 millions d'économies pour 1,2 million. Aucun problème. Allez, dégage, voilà. Je n'ai aucun intérêt de garder ce mec. Devin Singletary, le running back, 5,2 millions d'économies pour 1,2 million de dead money. Moi, je vais signer un running back au 5e ou 6e tour pour jouer à sa place, clairement. Je suis assez d'accord. Après, là, ça devient un peu plus compliqué. John Michael Schmitz, 3,9 millions d'économies. Tu te tapes 400 000 de dead money. C'est de la merde parce qu'il peut jouer garde aussi. Donc, même si on parle de Tyler Linderbaum, de plein de choses, je le garderai parce qu'il a fait le boulot, il est en train de monter en niveau et il peut jouer garde. Donc, je suis assez d'accord. On va pas se débarrasser d'un joueur qui a sa cote qui monte. Il n'est pas très cher finalement. Hein, donc, bon.
Après, tu as le defensive lineman Roy Robertson Harris, 3,3 millions d'économies et tu tapes 2,4 millions de dead money. Donc, en fait, Ouais. tu ne gagnes pas tant que ça. Et non, et puis il n'est pas si cher que ça pour le coup. Voilà. Chris Board, 2,1 millions d'économies pour 1,2 million. Ah, lui, il vient des Ravens, alors peut-être que. Et il joue en special teams, alors peut-être qu'ils vont décider de le garder pour ce côté-là, je pense. Et j'en ai 2 derniers Ouais. qui n'ont pas beaucoup de dead money et ont quand même pas mal d'économies, mais c'est des petits contrats. Jalin Hayat, 1,5 million d'économies pour 272 000 Ouais. dollars de. Si tu, enfin là, il n'y a aucun intérêt à se priver de ces 1,5 millions d'économies. Il n'y a aucun upside de ce côté-là, donc je vois pas l'intérêt de le garder. En fait, évidemment, ça dégage. Et enfin, Eric Gray, le running back returner, 1,1 million d'économies pour 61 000 Ouais. dollars. Donc, en fait, tu vois, si on est d'accord sur les joueurs à couper, si tu coupes ces joueurs-là, tu fais 17,7 millions d'économies pour à peine 5 millions de dead money. Donc, c'est pas Ouais, si c'est terrible top. que ça. Non. Et la mauvaise nouvelle, parce que j'ai regardé, couper Deontay Banks n'est pas une option parce qu'en fait, tu ne fais aucune économie et tu te tapes 4,3 millions de dead money, donc ça n'a aucun intérêt. Ouais, mais ça n'a aucun intérêt de le garder non plus parce qu'il fait rien. Donc ça prend un spot dans le roster. Alors, ça te Euh, prend un spot dans le roster, mais 4,3 millions de dead money pour quelqu'un qui n'est pas là, ça fait beaucoup. ouais, ça fait beaucoup. Ouais. Est-ce que tu pourrais pas essayer de le trader pour un 6e ou un 7e tour, même si c'est conditionnel, c'est peut-être mieux, quoi. Ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont faire avec lui. Justement, ça nous amène. Mais attends. Non, il n'est pas free agent, lui. Merde. Non, il n'est pas free agent. Ça nous amène au free agent, justement. Il y a des joueurs qu'on aimerait évidemment garder. On va évidemment pas pouvoir les garder, malheureusement. Le top 3 des joueurs qui revient tout le temps donc sur ces free agents, c'est Wendell Robinson qui sort de sa meilleure saison en carrière, donc qui faisait beaucoup de drops et tu l'as indiqué dans tes stats, ça a très largement diminué là dans cette sortie d'année. 2,9%. Il a vraiment augmenté de niveau. Par contre, il risque de coûter très cher et ça m'étonnerait pas qu'il rebondisse du type Titans avec Brian Dabble qui veuillent le signer ou quoi que ce soit s'ils ont le cap space pour le récupérer. Le deuxième, c'est Jermaine Eluemunor qui est tackle droit. Tu n'as vraiment pas envie de rechercher un tackle droit en fait quand tu sais qu'il y a lui qui est là et qui fait le taf. Tu as envie de penser à autre chose en fait. Quand il y a quelque chose qui marche, ça fait chier de devoir te dire bon bah voilà, on sépare de lui pour reprendre notre mec qu'on va repayer combien on va peut-être signer aussi cher que ça. Alors si tu as une option où tu te dis ok, j'ai un mec qui sera meilleur et qui me coûtera le même prix, bah pourquoi pas. C'est vrai qu'on le payait pas cher. Eluemunor, il avait vraiment un contrat qui était pas cher pour le coup. C'était vraiment une super signature. Mais ça va pas être évident de le garder à ce prix-là. Il va vouloir forcément mieux, il mérite mieux, mais voilà, combien on va être prêt à mettre. Et le dernier, c'est Cordell Flott, qui est pour l'instant notre cornerback numéro 1 ou 2 avec Paulson Adibo. C'est pareil, c'est un mec que tu aimerais garder. Ces trois-là, on aimerait les garder en fait, parce que ça fait partie des joueurs qui ont été importants cette année, mais on va pas, je doute qu'on puisse garder les trois. Moi, dans mes priorités, je garde Eluemunor. Selon Spotrac, son contrat devrait être autour de 8,6 millions de dollars par an. Le problème d'Eluemunor, c'est qu'il commence à être vieux, puisqu'il a 32 ans, et qu'il fait beaucoup de pénalités, beaucoup de false start. Mais sinon, à part ça, c'est il devient un peu joueur gâteux, le pauvre. On parle d'un papy. Le problème, c'est qu'il devient vieux, il fait beaucoup de ça. Il pisse un peu dans sa couche. Tu vois, il a loupé pratiquement, il a loupé qu'un seul match la saison dernière. Il a concédé que 4 sacs pour 19 pressions. Enfin, et c'est le coéquipier idéal, il est toujours positif. C'est un le bon gars qui a envie de super garder. leader. Tu lui mets 2 ans, pas plus que 2 ans, mais... Ouais, voilà. Donc voilà, donc il y a ça. Le deuxième pour moi, c'est Cordell Flott, qui, pareil, c'est ce qu'on a dit pour JMS, on a un joueur qui enfin est sur la côte ascendante, il faut le garder, mais là, ça risque d'être peut-être un peu plus cher. Tu vois, ça m'a surpris parce que donc il a 25 ans et Spotrac lui dit ouais, c'est que 9,5 millions par an. Il prévoit un contrat de 4 ans. À mon avis, c'est un gars, il va peut-être taper dans les 13-14 millions, ça ne m'étonnerait pas. Il y a quelqu'un qui va surpayer pour ça. Et Wendell Robinson, j'adorerais le garder, mais en fait, son rôle est très remplaçable. Spotrac, pour vous donner une idée, il projette son contrat 4 ans, 17,6 millions par an, donc 70 millions de contrat. Moi, je lui souhaite d'avoir ça, mais j'ai pas envie que les gens payent autant. Non, et il nous faut quand même des cibles pour Jackson Dart. On peut pas ne pas avoir de cible. Et malheureusement, si on se sépare de lui,
s'il reste pas grand monde derrière, quoi. Donc c'est un peu problématique. C'est ce Bah, corps de receiver, on a du mal à le garder en bonne santé déjà d'une année sur l'autre. ouais. Bon. Non, c'est compliqué. Bah, il faudra drafter en fait. Oui, mais tu vois, Robinson, on l'a eu au 3e tour, si je dis pas de bêtises. Tu peux trouver des bons Deuxième, non? receveurs. Ouais, peut-être. Mais en tout cas, tu peux trouver des bons receveurs au 2e, 3e tour. Bien sûr, tu peux. Non, Donc, non, mais c'est remplaçable. Il n'y a pas de doute, c'est remplaçable. Mais il va falloir faire des choix. Tu peux aussi prendre des mecs en free agency. Il y a plein de possibilités. D'ailleurs, il fera partie des top wide receivers de la free agency. Donc, forcément, quelqu'un va surpayer, je pense. Ouais. Il est quand même bon. C'est un mec que j'aime bien, mais je suis d'accord avec toi, c'est pas irremplaçable. Et t'as pas parlé, donc tu as parlé de ces 3 joueurs-là, mais il y en a un 4e aussi qui est assez important. Alors je sais pas si important est le terme, mais en tout cas qui peut être intéressant, c'est Dane Belton, qui aussi a 25 ans, le safety, qui faut enfin, tu vois, un truc qu'on a beaucoup reproché aux Giants, c'est ils draftent des joueurs et ils sont pas capables d'en faire des bons joueurs et ils les laissent partir et ces joueurs vont être bons ailleurs. Ouais. Est-ce que on a fait l'erreur avec Julian Love, on a fait l'erreur avec Xavier McKinney, est-ce qu'on va pas faire une autre erreur en laissant Dan Belton partir malgré ses défauts? C'est pas McKinney, mais il est quand même intéressant, il faudrait le garder si on peut. Bah, il est très bon dans le running game, je trouve, en défense, et il peut faire de la pression. Son problème, c'est que la passe, c'est pas ça, quoi. Il a quand même fait quelques interceptions, hein, mais bon. Ouais, oui, sûr, mais tu dans vois. la rotation, c'est bien d'avoir ce mec-là en remplaçant. En tout cas, il est quand même bon. Il fait le taf et il a été titulaire aussi. Donc, non, moi, j'aime quand même bien ce joueur. Et c'est vrai que à chaque fois que tu laisses partir un joueur, c'est par qui tu le remplaces. Donc, il faut être sûr que tu as une solution de remplacement derrière. Il y a un joueur qui est intéressant aussi, c'est alors Casey Crater, bon, le long snapper, ok. Maintenant, il commence à être un peu vieux. S'il continue à faire le boulot, on lui demande pas de faire grand-chose à part lancer le ballon. Donc, c'est pas le plus vieux. J'ai vérifié, c'est pas le plus vieux. Le plus vieux, il a 37 ans. Donc lui, il en a 36. Et je me suis dit, donc il est payé aujourd'hui, il est payé 1,2 million par an. Que dalle. Peanuts. Ou 1,4 peut-être. Tu sais combien. D'ailleurs, c'est sur la note, donc tu sais combien c'est. Le premier, il est payé 1,65 million par an. Ouais, ils sont tous au même prix. C'est vraiment pas cher un long snapper. Donc, à mon avis, il va coûter moins de 2 millions et c'est une valeur sûre. Donc, moi, je le garderai. Bien sûr. De toute façon, il est re-signé tous les ans. À chaque fois, c'est pareil. C'est un contrat d'1 an. C'est toujours pareil. Micah McFadden, alors je sais pas si tu as vu, mais donc là, il s'est fait une grosse blessure, les ligaments croisés, mais il l'annonce à peu près entre 1 et 2 millions de dollars sur sa valeur. Ça, c'est que dalle. Franchement, si c'est le prix qui coûte, faut y aller les yeux fermés, hein, parce qu'il est bien meilleur que ça. Hein. Les yeux fermés, c'est un peu difficile quand tu reviens d'une blessure des ligaments croisés, mais ce que je vois, c'est que. Alors, Spotrac, ils sont même un peu plus que ça, ils sont à 2,4 millions. Mais c'est pour ça que je me suis dit, tiens, il n'y a pas une Est-ce qu'ils ont pris en compte le fait qu'il était blessé? Mais je pense que McFadden, tu le signes, allez, 2 ans, avec une garantie seulement sur la première année. Et puis, s'il n'a pas été bon la première année, tu le dégages. Oui, je suis d'accord. Après, il y a 2 joueurs aussi très intéressants. Daniel Bellinger, seulement 25 ans, qui ne doit pas coûter grand-chose et qui est quand même, moi je trouve que c'est un bon bloqueur et il sait jouer, il peut jouer dans le jeu de passe en plein milieu, il n'a pas peur et ça c'est cool. Et Greg Van Roten, c'est pareil, il a été super, on l'a dit, hein, c'est le seul qui a joué tous les snaps cette année. Il est super solide et au pire, il devient remplaçant, mais c'est un remplaçant de très grande qualité. Donc ça c'est pareil, c'est 2 joueurs que je re-signerais les yeux fermés et on a besoin de ces mecs-là. Ouais, alors moi, Van Roten, ce que j'ai mis, c'est j'aimerais bien le re-signer, mais pas pour un gros contrat. Alors, je sais pas pourquoi j'ai mis 3,2 millions particulièrement, mais en tout cas, je pensais à un contrat en dessous de 3 millions. Spotrac, lui, lui projette un contrat à 5 millions par an, ce qui me semble un peu haut, surtout pour un backup à voir. Bellinger, il peut être titulaire dans plein d'équipes. Hein. Ouais, mais il a 36 ans. Il y a 36 ans, est-ce qu'il nous faudrait une solution un peu plus à long terme? C'est sûr. Donc à voir, quoi. Derrière, il y a des joueurs moins importants. Nunes Roches sur la D-line. Chris Manhertz en blocking tight end qui a 34 ans, qui commence à être un peu vieux. Ça se remplace aussi. Austin Schotman, 31 ans. Ça, c'est que des mecs qui sont des backups. Donc, c'est des mecs que tu peux remplacer. Par contre, Gunnar Olszewski, 29 ans, pour moi, c'est un mec que tu re-signes pour le return et pour jouer plus wide receiver, quoi. Ouais, complètement. Moi, tu vois, en fait, surtout si on ne re-signe pas un gars comme Wendell Robinson, pour moi, tu re-signes Gunnar Olszewski et Isaiah Hodgins. Parce que Isaiah Hodgins, même si c'est pas un receveur 1 ou 2, et pas un 3. Non, c'est un 4 ou 5, mais c'est bien. C'est un 4 ou 5. Les deux sont des 4 ou 5 et peuvent aider. Il faut quand même que tu trouves un véritable slot, mais
Ouais. trouveras quelqu'un. Moi, je trouve qu'on a quand même vraiment sous-estimé Gunnar Olszewski. Je trouve qu'on lui a pas donné sa chance alors qu'il méritait de faire plus que ça. Eh ben, faisons de Olszewski notre prochain Wes Welker. Moi, ça me va très bien, quoi. Alors, par contre, Thiago, là, j'ai deux dilemmes pour toi sur deux joueurs où il risque d'avoir des gros débats. Premier, c'est Russell Wilson. Qu'est-ce que tu fais du cas Russell Wilson, quoi? Ça, c'est vraiment pas évident. Est-ce qu'on garde Russell Wilson? Est-ce qu'on essaie de le re-signer à tout prix? Moi, j'hésite entre on le laisse partir, on lui donne un contrat de 20 millions. Je suis entre les deux. J'ai le cul entre deux chaises. Vraiment, je sais pas trop quoi faire. Putain, c'est clair que c'est un énorme dilemme. Je suis pas allé vérifier combien de ses primes il a réussi à décrocher, mais je crois qu'il n'en a décroché aucune parce que, rappelez, il avait un contrat, je crois, de 10 millions, mais il pouvait monter jusqu'à 18 millions si il atteignait certains objectifs. Et il a joué 3 matchs. Vu qu'il a joué que 3 matchs, à mon avis, il les a pas. Et il a quand même fait dans ces 3 matchs un match complètement fou contre les Cowboys. Ça a caché, c'est son meilleur match. Ouais. Son meilleur match de sa carrière. Non, deuxième meilleur, c'était dans son deuxième top, meilleur match. Voilà. C'était assez fou. C'était le nombre de passes de 60 yards lancées dans ce match-là était complètement taré. Le deuxième, c'est Evan Neal. Alors là, Evan Neal, pareil, qu'est-ce qu'on fait? Compliqué pour ce joueur qui a tant apporté à notre franchise. Franchement, je ne sais pas quoi faire. Écoute, moi j'ai entendu dire que McDonald's était très intéressé de signer Evan Neal pour qu'il puisse retourner des burgers. Est-ce que tu peux rappeler pourquoi cette référence quand même? Parce que tout le monde n'a peut-être pas la ref de... Voilà, parce que il me semble que c'était genre il y a 2-3 saisons. Ça devait être pendant sa deuxième saison où un reporter lui a fait un commentaire du style beaucoup de fans trouvent que vous n'êtes pas à votre niveau pour quelqu'un qui a été drafté si haut. Et il a eu une réponse ultra condescendante en mode moi, la vie des gens qui cuisent des burgers, ça ne m'intéresse pas. C'est people who flip burgers, ça m'intéresse pas. Et là, tu dis ah putain, en fait, c'est comme ça que tu traites les fans. Je crois qu'il s'était excusé après, disant que c'était pas très intelligent de sa part. Mais Evan Neal, on a essayé, on l'a foutu à différents postes, ça n'a jamais marché. Je sais pas. Alors, Spotrac prévoit quand même son contrat à 4,3 millions par an. Je sais pas qui en est. Il va trouver une équipe. C'est 4 millions. Qui a envie de mettre 4 millions sur... Non, mais il y a une équipe qui va lui filer un contrat parce qu'ils vont se dire un ancien premier choix de draft, on peut en faire quelque chose. Ouais, sur les anciens premiers choix de draft, c'est vrai qu'il y a toujours ce côté, ils sont encore jeunes, il y a peut-être moyen d'en faire quelque chose, on peut encore sauver la mise. En tout cas, nous, on a tout testé, on l'a mis en tackle. Mais ça me ferait chier qu'il fasse une Eric Flowers, parce que rappelle-toi, Eric Flowers, qui avait été un bust chez nous, il est parti chez les Commanders, il est devenu un bon garde. C'était pas non plus. Donc, non, ça dégage. Ça dégage, il n'y a pas de doute. Voilà, bon, après, il y en a d'autres, mais qui sont moins intéressants. Aaron Stinney et Zoudou, malheureusement, ça, c'était vraiment un raté. Des mecs comme ça qui sont moins importants. En tout cas, ça va être intéressant. À quel moment démarre la free agency? À quel moment on a le droit de commencer à signer des mecs? Ça, c'est vraiment le moment où on va s'amuser à checker tout ce qui va se passer. Tu as la date exacte de ça? Ah oui, j'ai la date exacte, mais si seulement tu m'avais prévenu un peu en avance. Non, j'y pense là. Et non, ça va, pendant que je dis ça, j'ai pu avoir mon truc. Donc, la date, la fenêtre de négociation, elle est du 9 au 11 mars. Donc là, on est le 1er mars, c'est pour bientôt. Et la free agency ouvre donc le 11 mars. Qui est le début de l'année 2026 pour la NFL. Donc, c'est ouverture de la free agency à 21h heure française, ouverture des trades 2026, et là, ça va être complètement fou. Ouais, c'est là où ça va commencer à partir. Je pense que notre prochain épisode, si on a le temps, ce serait d'essayer de faire une petite prédiction de qui on pourrait signer. Oui, alors ça va être... on en reparlera, mais le prochain podcast, ce sera au mieux dans 2 semaines. Donc voilà, on essaiera de faire au mieux, sachant que là, c'est les congés. Moi, je vais partir. Je suis en déplacement et après, j'ai une semaine de congé. Donc ça va, voilà. Après, Thiago, si tu veux te lancer tout seul dans un podcast. Ouais. Non, mais on va voir. On va essayer de faire au mieux, évidemment. En tout cas, bien entendu que on vous tiendra au courant des nouveautés qui vont arriver, des joueurs qu'on va signer une fois qu'on se sera un peu stabilisé au niveau de la free agency. Ça, il n'y a pas de doute. Et pour vraiment, là, on est un peu dans le flou parce que cette nouvelle organisation, ces nouveaux
ce nouveau front office, ces nouveaux coachs et un nouveau head coach, on n'a aucune idée de comment ils vont orienter leur free agency, quoi. En quels joueurs ils ont confiance dans le roster, et on va avoir des surprises de mecs qui vont être remerciés ou échangés, il va y avoir des choses. C'est sûr que là, pour le coup, ça va être vraiment très intéressant, il va se passer plein de trucs, donc accrochez-vous, serrez bien vos slips et accrochez-vous à vos fauteuils. Voilà. Bon, en tout cas, merci Thiago pour ce podcast. Avec plaisir. Il y a plein de choses qui vont se passer, donc restez bien connectés. On vous le redit, n'hésitez pas à lâcher des coms, ça me fait penser. Lâcher des coms, mettez des likes, les skyblogs. La dernière fois que je l'ai dit, ça devait être quand il y avait des skyblogs. Tu te souviens de cette époque? Tu as connu ça? Les skyblogs, ouais, tout à fait. Ouais, donc les plus jeunes, likez-nous. N'ont aucune idée de ce que c'est, mais voilà. Abonnez-vous, n'oubliez pas le Patreon et encore une fois, merci encore à tous pour votre écoute. Voilà. À bientôt tout le monde. Salut. Ciao Thiago.